De tout temps les femmes, de tout temps les hommes. Ben, précisément, si j'ai voulu combattre quelque chose, c'est le de tout temps. Qu'on nous disait d'ailleurs de ne pas mettre dans nos dissertations quand j'étais au lycée. Donc en fait, ma formation vient bien de ces années-là. L'historicité, c'est ça mon utopie. C'est-à-dire, c'est ma proposition philosophique et c'est mon utopie, c'est-à-dire qu'on cesse de penser de façon atemporelle de la question sexe-genre. Parce qu'elle n'est pas atemporelle. Les sexes font l'histoire. J'avais un besoin existentiel de travailler la contradiction et de la montrer et de n'en être pas malheureuse. Et que, voilà. Ça, je pense que c'est au cœur de ma démarche, oui. C'est bien de dire justesse et justice, hein, parce que c'est là que ça se joue. C'est-à-dire que pour envisager la justice, il faut avoir la justesse. Ça, je l'ai compris. Comme je suis née dans un milieu universitaire et intellectuel, c'est sûr que de la discussion, il y en avait. Ça, c'est la première chose. Et j'ai plutôt été frappée, pourtant, chez tous ces intellectuels, parfois d'expressions ou de formules ou de phrases que je ne trouvais pas assez justes, pas assez exactes. Donc j'ai plutôt été sur un mode à la fois d'attirance pour les mots, c'est pour ça que j'ai fait de la philosophie, et ça j'ai su dès l'âge de 15 ans que je ferais de la philosophie, mais aussi parce que je les trouvais en deçà de ce à quoi ils étaient censés être exigeants avec eux-mêmes. Au fond, je ne les ai pas trouvés assez exigeants avec eux-mêmes, et notamment dans la place de la petite fille dans un espace communautaire où j'ai grandi. Donc après, c'est pas qu'il fallait être féministe, c'est que juste, c'était pas, ça ne me convenait pas. Ça ne me convenait pas. Et dans la mesure où en plus dans ces milieux-là, ce sont des gens qui sont quand même un peu sûrs d'eux, quoi. Donc raison de plus pour que je me dise non, là il y a un truc quoi. Donc je pense que c'est ce désir. Alors je leur en ai pas voulu, mais j'étais pas satisfaite. J'étais la seule de mon année, ce qui est très important dans l'enfance. Donc je me suis retrouvée en porte-à-faux avec les petits groupes qui pouvaient à la fois être ensemble et en même temps s'entraider, quoi. Donc, voilà, mais on ne va pas en faire un malheur, hein. Mais simplement, c'est ce qui permet d'avoir justement ce regard critique ou ce regard de désappointement quand on entend les discours ou quand on cherche soi-même à prendre la parole et où finalement c'est les rapports de pouvoir comptent plus que les rapports de justesse des mots employés. L'avantage que j'ai, qui vient d'un inconvénient biographique, c'est que je n'ai pas eu vraiment petite d'image de moi-même. On ne m'a pas renvoyé d'image de moi. Alors, je ne sais pas si j'ai eu droit au stade de miroir, mais c'est pas sûr. Mais j'ai manqué d'image. Ce qui est sans doute un manque fondamental pour un enfant est une force ensuite. Parce que je ne me suis jamais vue. Et même aujourd'hui encore, je ne me vois pas. Donc c'est très pratique pour prendre la parole publiquement. Parce que je n'ai pas d'image. C'est très personnel, mais je pense que c'est assez... Je pense que c'est ça qui m'a rendu le fait de... Non, on n'écrit pas son texte, on le parle. Ensuite, la question de la voix, c'est évidemment... j'allais dire, c'est pas tellement le témoignage, c'est le témoin. Je suis témoin d'une histoire en train de s'écrire. Mon premier article en 1975 dans le numéro 1 de la revue Les Révoltes Logiques qu'on a cofondé autour de Jacques Rancière, c'était sur les femmes libres de 1848, c'était les révolutionnaires de la courte révolution de 1848 en France, où elles ont fait un journal quasi quotidien qu'elles ont appelé La Voix des femmes. Donc la question de la voix, elle est bien dès l'origine, c'est-à-dire on prend la parole. Alors ça renvoie à une deuxième chose, c'est-à-dire que quand je parle publiquement, c'est-à-dire que je suis dans l'espace public.
espace public qu'on a contesté aux femmes. Donc je suis dans l'espace public, en plus dans un métier de recherche universitaire, d'écriture, etc. Toutes choses très contestables il n'y a pas si longtemps. Donc ça c'est la deuxième raison pour laquelle c'est important de prendre la parole, parce que si j'écris dans la chambre à soie, je suis chez moi, planquée, cachée, en train d'écrire. Et puis je vais balancer mon texte, très bien. Mais avec la voix, je fais un pas de plus. Puis qui est cette idée d'avoir à m'installer dans l'espace public. Donc la question de la parole est évidemment importante. Elle a été importante aussi dans cette fameuse décennie 70, qui a été pour moi une renaissance. 68 pour moi c'est une nouvelle naissance. C'est faux. Il faut se rendre compte que quand on a profité très positivement de cette décennie, bon, il y en a qui se sont cassés la figure, il y en a pour qui ça a été douloureux, difficile, je sais pas quoi, mais pour moi ça a été vraiment un déploiement permanent de nouvelles possibilités. Et la parole, évidemment, joue un très grand rôle. Et les premières manifs, ma première manif, c'est novembre 71, où on est en train de crier dans la rue, ou de chanter dans la rue. Bon, d'accord, j'avais fait les manifs contre la guerre au Vietnam, mais ça n'était pas du tout la même chose. Il y avait une énergie dans par exemple, bon, donc cette première manifestation féministe que j'ai faite, qui est donc en 71, je la vois encore, la manif. Nous, dans les 70, on avait quand même un humour fou, énormément d'humour dans le féminisme. Pas trop aujourd'hui, moins aujourd'hui, mais dans les années 70, alors, moi j'ai même fait un texte là-dessus que j'ai intitulé « Le rire », que je devais faire pour le numéro spécial sur Simone de Beauvoir, là, dans les temps modernes, il y a déjà au moins 20 ans ou plus, et j'ai appelé ça « Le rire », j'ai mis le mot « rire » parce que moi j'ai trouvé le rire dans le mouvement des femmes. Je ne l'ai pas trouvé dans mon enfance ou dans ma jeunesse, etc. Je l'ai trouvé dans le MLF. On a ri. C'est-à-dire l'humour. Dans la politique, c'était quand même, par rapport à une enfance très politisée, compte tenu du milieu d'où je venais, d'intellectuel de gauche, donc très politisé, très, très recherché culturellement, enfin recherché, je veux dire, la culture était là aussi, mais le rire et l'humour, à part des blagues, notamment masculines en général, plus que féminines, donc j'ai pas trop vu, mais après, avec le mouvement des femmes, c'était ça l'autre chose la plus joyeuse, quoi. Il y avait de la joie. Il ne faut pas oublier quand même qu'on dit mouvement de libération des femmes. On ne dit pas mouvement féministe. C'est en commentaire qu'on va dire mouvement féministe. Donc il y a le mot libération. Moi je le trouve très important. Alors oui, que le mot féministe, je l'ai entendu avant mes études, oui, parce que d'abord il y avait Le deuxième sexe dans la bibliothèque de ma mère, bien sûr, en édition de 50 ou de 49, 50, je ne sais plus, enfin vraiment avant 50, pour elle, hein, j'entends, je sais bien que c'est 49 sinon. Et puis je la vois me montrer un livre d'une philosophe belge qui s'appelle Suzanne Lillard, qui avait fait Le malentendu du deuxième sexe. Elle me montrait une critique de l'existentialisme. Sans doute elle pensait que j'allais aller vers l'existentialisme et tourner le dos au personnalisme, probablement. Elle avait cette intuition juste. Mais donc c'était pas le mot féminisme, mais la chose était là. Mais sans dans la mesure justement où ma mère était une pionnière, ça ne fait pas de... Comment dire, je n'avais pas à récupérer le féminisme. Il était présent à la maison. Cette femme, elle était derrière son bureau tout le temps, toute la journée. C'est la maternité, c'est pas vraiment son truc. Donc, ça fait partie de ces pionnières du XXe siècle. C'est à peu près la même génération que Simone de Beauvoir et Simone Veil, ma mère. C'est 3-4 années de moins, c'est tout. Donc, c'est vraiment une nouvelle génération de femmes qui vont avoir le droit de faire des études supérieures au maximum, et ça crée un accès à l'infini du savoir. Le mot féminisme, il vient à cause des mots marxisme, à cause des mots socialisme. Donc à ce moment-là, on va se placer avec le mot féminisme. C'est pour ça que moi, je pense que c'est inutile, même un aveu de faiblesse, que de parler au pluriel tout le temps maintenant, à notre époque maintenant, et de dire les féminismes. On ne dit pas les socialismes, on ne dit pas les marxismes. On dit que tel moment du marxisme, etc., mais on le met au singulier, c'est-à-dire on en fait un concept politique. Donc les féminismes, c'est une façon de faire
d'avoir peur de quelque chose. Non, c'est le féminisme. Après, il se conjugue de mille et une façons. Moi, j'aime beaucoup la définition d'un écrivain du début du XXe siècle, Léon Abinsour, qui avait écrit que le féminisme, c'était un cas d'aspiration collective vers l'égalité. C'est comme ça que je vais trouver d'ailleurs l'origine du néologisme, parce qu'il est utilisé d'abord dans le vocabulaire médical à la fin du Second Empire, c'est-à-dire vers 1800, juste avant 1870, et c'est non pas psychiquement problématique. Le féminisme, ça voulait dire l'arrêt de développement d'un jeune garçon. Donc il restait un peu féminin, quoi, à cause de la maladie. Donc le féminisme, c'était au fond un non-achèvement de l'homme. Et donc ça, c'est encore dans les vocabulaires, dans les dictionnaires, le double sens médical et politique. Et ça devient un terme politique à partir de 1872, quand Alexandre Dumas fils va l'employer dans un de ses textes polémiques sur justement les mobilisations qui commencent des femmes. Et c'est un néologisme. Donc il passe du médical au politique entre la fin du Second Empire et le début de la Troisième République, pour parler de la France. Puis il se généralisera dans les années 1880. Mais on a perdu le... Donc moi, c'est en consultant les dictionnaires, puisque je travaille sur les mots, que je suis tombée sur cette double origine. Et cette conscience qu'ont les hommes, évidemment, c'est qu'on va voir le féminisme comme soit un arrêt de développement pour un jeune homme, soit de la masculinisation pour une femme. Parce qu'on a peur que ça se mélange, le même et l'autre. Mais c'est la grande époque philosophique du même et l'autre, à partir de Hegel, et jusqu'à la fin du XXe siècle. Ce qu'on est en train de défaire du point de vue du sexe-genre, comme du point de vue du nature-culture. C'est-à-dire à quelque chose du dualisme qui est en train d'être mis en cause. Alors, nature-culture, moi j'aime pas beaucoup justement quand c'est employé dans le féminisme, parce que je pense que c'est réducteur, hein, philosophiquement parlant, mais surtout parce que nature-culture, le boulot a été fait de dire que ça ne fonctionnait plus dès la fin du XXe siècle. Alors maintenant, on est en 2024. Mais donc toutes ces questions de dualisme se brouillent. Et c'est bien, on est passé avec un autre paradigme qui est le 1 et le multiple, qui vient aussi de l'Antiquité. C'est-à-dire le 1, le genre, et puis le multiple, comment il se démultiplie. Et moi j'aime beaucoup cette matrice conceptuelle, parce que je pense qu'elle correspond à notre époque maintenant. Aussi bien maintenant, on va mettre, si on fait plus de nature-culture, alors qui sont les animaux, quel rapport on a aux animaux, comment sont-ils par rapport... Et tout ça, on est obligé de rediversifier. Ça peut aller aussi avec la diversité des êtres sur Terre. Donc on est obligé de déployer le multiple. La subversion repose sur la liberté. C'est-à-dire que c'est de faire cette opposition sexe-genre, mais moi j'ai pas aimé l'opposition quand c'était l'opposition, parce que ça voulait dire biologique et culturel. Alors une fois de plus, nature-culture. Moi je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, pas mal de textes féministes en rendent compte aussi de cette complication, donc tout va bien. Je veux dire, ça me crée pas de soucis. Mais on peut pas abandonner la binarité politique, c'est-à-dire que la subversion, ça produit, c'est sur fond de liberté, le fond, je m'adosse à la liberté et je veux vivre libre, donc c'est à la fois ce à quoi je m'adosse et la finalité de mon geste, mais la subversion n'entraîne pas nécessairement le rapport des sexes, allons-y, qui se jouent dans la société. Et en général, je suis brutale, je dis, vous êtes sûr par exemple que le service domestique ne sera plus à plus de 90% féminin. Et là, évidemment, je pose la question de l'égalité. Et la question, donc c'est les deux principes démocratiques. Moi je travaille avec ça. Je trouve que le féminisme ne travaille pas assez avec les principes démocratiques. Mais moi c'est un choix que j'ai fait depuis le début de mes recherches. Et dans cette décennie 70 où on a tellement déployé de choses nouvelles. Et donc en reprenant les deux principes de la démocratie, égalité, liberté, je les fais jouer sans cesse l'un par rapport à l'autre. Si c'est un endroit où il y a plus de demandes de liberté, je pense que tout ce qui va concerner les corps, et plus d'égalité
l'égalité, ce qui va concerner l'égalité de raison, c'est-à-dire que le fait qu'on a la même raison, ça va donner la citoyenneté, l'activité économique et les juridictions matrimoniales, conjugales, parentales, familiales, etc., etc. Donc du coup, il faut travailler avec ces deux principes. Et c'est ça que je fais, qui fait que je vais pouvoir identifier là où il s'agit de liberté, là où il s'agit d'égalité. Donc la liberté, ça ne produit pas nécessairement de l'égalité. Ça peut en produire, ça peut être le déclencheur d'une demande de loi, mais tout ça est quand même il y a un jeu entre les deux. Et en revanche, c'est seulement à l'égalité que j'accorderais le pouvoir d'être ce que j'appelle un opérateur. C'est-à-dire c'est un instrument de lecture, l'égalité. La liberté, c'est pas un instrument de lecture. J'appelle ça un sismographe. C'est-à-dire, c'est ce qui permet d'évaluer des choses. Pour moi, la question n'est pas de dire ce que sont les femmes et les hommes, ce n'est pas de dire ce qu'est la différence des sexes. J'ai appelé ça une catégorie vide. Donc, elle se définit et elle se construit comme ça, de manière nerveuse ou opérationnelle, suivant les époques. Parfois, en 1800, les êtres, homme-femme ou femme-homme, et les qualités, féminin-masculin, masculin-féminin, c'est la même chose. En 1900, grâce à la psychanalyse, la sociologie et la République, ça se dissocie. On va avoir tout le XXe siècle, les hommes et les femmes, et qu'est-ce qui est masculin, qu'est-ce qui est féminin. Et puis à la fin du XXe, on a bouleversé tout ça en disant oh là là, c'est bien plus compliqué que tout ça, cette dualité nous embête. Et donc, mais les choses sont toujours là. Mais on n'a pas à leur donner de définition. Et on a été dévoré par cette question des définitions dans ces 50 dernières années, et moi ça ne m'intéresse pas. Tout simplement. Alors ça c'est la première chose. Et avec la définition viennent les images. Et alors donc on a dit, et c'est quelque chose que j'ai vécu intellectuellement très fortement au tout début des années 2000. Bon, on avait déjà les images stéréotypées du féminin, du masculin, des femmes et des hommes, avaient déjà été dénoncées dans les années 70, bien sûr, la critique de ce qui se passe à l'école ou ailleurs. Mais ce qui se passe en 2000, et en plus je suis dans un poste à ce moment-là politique où je vois les choses de façon élargie, si je puis dire, géopolitiquement parlant, on voit qu'on a atteint un certain niveau de droit. Je parle de l'Occident, là, je parle de l'Europe et du monde occidental, qui est que il y a eu les droits politiques, il y a eu d'abord les droits civils, d'ailleurs avant les droits politiques, qui se sont débloqués au fur et à mesure pendant les 2 derniers siècles. Il y a eu les droits politiques, il y a eu les droits civils et politiques, puis les droits économiques avec l'Europe, et le traité d'Amsterdam qui commence, et des directives qui vont faire suite. Je me suis beaucoup intéressée à ça, c'est assez passionnant. Et puis à la fin du XXe, les 20 dernières années, on a les droits familiaux. Égalité d'autorité parentale, toutes sortes d'égalités entre les 2 parents. Et du coup, on avait au niveau du droit traversé tous les champs de la vie des humains pour y penser l'égalité. Donc, mais c'est formel. C'est-à-dire après, il faut appliquer les lois, puis les lois sont incomplètes, etc., etc. Il y a du boulot. La démocratie exclusive, c'est oui, on est tous invités au banquet, mais il n'y a que les hommes qui s'assoient autour de la table. C'est le mécanisme de la démocratie qui est en jeu. Et on va se rendre compte de discrimination, comme tu le dis, c'est un néologisme de 1877, donc français sous la Troisième République, c'est-à-dire on sépare en jugeant. Donc c'est pas, et moi je l'ai beaucoup souligné aussi parce qu'on parle beaucoup de discrimination aujourd'hui et on avait mis le sexisme et la discrimination ensemble. Or ce sont 2 choses distinctes, puisque j'ai l'habitude d'ajouter, quand j'aime bien les formules aussi simples, le sexisme traverse les siècles. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas besoin de la démocratie pour être sexiste. En revanche, la discrimination, elle suppose qu'il y avait a priori de l'égalité, mais en fait non. Là, c'est la discrimination économique dont on connaît l'existence encore très actuelle dans la question genre. Donc c'est d'être moins payé, d'avoir les boulots secondaires, etc. etc. Donc il faut distinguer. Le sexisme, c'est vraiment la disqualification. C'est-à-dire que tu n'es pas de la même qualité que moi. Et c'est pour ça qu'on peut remonter à l'Antiquité. Parce que, bah oui, les femmes, ou les noirs, ou les immigrés, je sais pas quoi, tu n'es pas de la même qualité que moi. Mais la discrimination, c'est tu n'auras pas le droit de.
Tu n'auras pas le droit d'apprendre telle ou telle science pour ce qui est de l'éducation des filles au moment de cette... Donc on va discriminer, c'est-à-dire séparer en jugeant. Non, les filles n'apprendront pas le latin, ne feront pas de philosophie, ne passeront pas les études supérieures au point que... Donc il faut dire, moi quand je distingue tous ces termes, c'est aussi évidemment par rapport avec un fond qui est celui de la démocratie. Or, si le féminisme a un sens d'aspiration collective, comme on disait, vers l'égalité, ça se passe après la féodalité. Avec la démocratie, ça va être ce que j'appelle le pour toutes. C'est-à-dire qu'avant, c'est uniquement quelques-unes. Ça peut faire modèle. Il y a eu une femme peintre au XVIIe, il y a eu Christine de Pisan, Artémisia Agassi. Très bien. Elles peuvent faire modèle, elles peuvent même avoir aidé ou penser des communautés. C'est aussi la question de la Cité des Dames. Mais ce n'est pas le pour toutes. Et la démocratie, c'est non seulement le pour toutes, mais aussi le pour chacune. C'est-à-dire que pour toutes, ça veut dire tout ce qui est politique, économique, etc., les droits. Et pour chacune, c'est le droit à être artiste. Parce que c'est les deux querelles que moi j'ai identifiées au lendemain de la Révolution française, c'est celle-là. Ah ben non, on va pas quand même penser l'égalité pour toutes. Ah ben non, mais les femmes, elles sont pas destinées à être artistes. C'est nous les artistes, nous les hommes. On ne partage pas la jouissance. Le pouvoir, mais aussi surtout, j'ai envie de dire, la jouissance. Quand je fais mon premier texte sur les féministes de 1848, c'est pourquoi ? C'est parce que dans un moment révolutionnaire, comme il y a eu pendant la Révolution française, puis en 1830, mais en 1948 ensuite, les femmes sont là et elles sont déjà organisées, puisqu'elles arrivent à faire un journal. Et c'est pas rien, puisque moi je l'ai lu de ligne à ligne à l'époque. Et donc, comment ça se fait que nous, en 68, le féminisme n'est pas là ? Il vient après. Et voyez, moi, c'est le point important, la rigueur folle, ça m'entraîne vers parler de la contradiction. Et de ce texte que j'ai intitulé « Habiter la contradiction ». Et quand je reprends, encore la semaine dernière, toujours dans le même colloque, j'ai dit, ma réponse à une question qu'on me posait, c'est « habiter la contradiction ». Ça a fait plaisir à quelques personnes qui se sont dit « Ah bon, on peut habiter la contradiction ». Alors qu'on normalement, on vous impose de trouver la solution, la dialectique, et puis après, on finira par dire comment on fait, soit un compromis, soit au contraire un choix, que la finalité leur a emporté sur l'opportunité, des choses comme ça. Donc, la question de la contradiction, le féminisme pour moi est né dans la contradiction. Pour plein de raisons. On l'a compris, puisque par rapport au socialisme, au communisme, au marxisme, on est ce qu'on appelait, cette expression extraordinaire qui n'existe plus grâce au ciel, la contradiction secondaire. Dans le marxisme, on était la contradiction secondaire. Donc faites la révolution avec nous, vous les filles, et puis je vous assure, une fois qu'on aura fait la révolution, on va s'occuper de vos petites affaires, quoi. C'est moi qui rajoute petite, mais c'est ça que ça veut dire. Donc la contradiction secondaire d'un côté, la contradiction entre 1848 et 1968. Donc ma démarche, le moment où je décide de travailler sur la pensée féministe, ce que je vais faire toute ma vie, l'histoire de la pensée féministe, à ce moment-là, c'est à partir de la contradiction. Donc la rigueur folle, c'est ça aussi. Et je ne vais pas résoudre la contradiction. Je construis le décor. C'est ce que j'ai fait quand j'ai fait mon livre sur les généalogies de la femme artiste, la suite de l'histoire. Je l'ai fait comme une scène de théâtre. D'abord, il y a le décor, alors les philosophes, Kant et Rousseau, du 18e, et puis le 19e, avec Nietzsche, etc. Et donc, je construis le décor, c'est ce qui va permettre qu'on pense, à partir du moment où on sera sur cette scène, où il y a le décor. Donc et après, voilà, c'est comme une pièce de théâtre. C'est pas un meeting politique, mais c'est une pièce de théâtre. Alors moi, je ne construis pas un monde parallèle quand je lis les textes que j'aime beaucoup du 19e siècle, etc., de femmes comme Fanny Raoult, Julie Daubier, des femmes sur lesquelles j'ai écrit, Bertine Auclair, etc. Mais ça devait être un défaut qu'on a eu aussi dans les années 70, certaines féministes, peut-être pas mon genre, mais d'autres, qui est finalement de construire un monde parallèle. Mais le matrimoine n'a d'intérêt que s'il entrechoque le patrimoine et qu'on va cogner les choses et voir ce qui en sort. Donc j'ai tout d'un coup une petite peur du côté du matrimoine. Il ne faut pas que ça fasse un monde séparé.
Et moi, je pense que dans le travail que j'ai choisi de faire, je n'ai pas séparé les mondes. Mais c'est ça, là encore, qui est le bonheur de mes années 70, c'est qu'on faisait tout en même temps. Moi, j'ai fait tout en même temps. C'est-à-dire que j'étais effectivement dans le milieu féministe, et ça comptait énormément pour moi. J'étais autour de la revue autour de Jacques Rancière et de la revue Révolte Logique, et quand même moi j'apportais l'histoire de la pensée féministe, hein. J'étais quand même un peu seule, j'étais pas la seule femme, mais enfin c'est moi qui poussais quand même un peu loin le truc, mais c'était pas gênant. Et puis par ailleurs dans ma vie privée j'étais aussi très liée au monde du théâtre et à la Cartoucherie de Vincennes et au Théâtre du Soleil, qui est aussi un autre lieu mixte, aussi très créatif aussi. Donc pour moi ce qui importait c'est tous les lieux où ça bouge. Je suis rentrée au CNRS en 1983 sur les fondements philosophiques du discours féministe. Ce qui était quand même assez risqué, mais voilà, je me rendais pas compte, là encore, j'avais pas d'image de ce que je faisais. Et donc c'est ça qui m'a permis de faire des choses, c'est quand on n'a pas d'image de soi. Quand on parle de philosophie féministe, il dit non, moi je fais pas de philosophie féministe. Je suis une féministe qui fait de la philosophie, ou une féministe qui fait de la recherche sur l'histoire de la pensée féministe. Et puis cette philosophe, elle est aussi féministe comme citoyenne, et donc elle s'engage. Voilà. Hein, c'est par exemple comme quand j'ai accepté ma parenthèse politique, c'était pas un choix, c'était pas un désir, c'est juste que je pensais que l'histoire m'obligeait à accepter ce qu'on me demandait de faire. Mais donc c'est ça qui est important, c'est-à-dire de ne pas. Donc moi ça ne venait pas de ce que je voulais faire passer comme idée féministe. C'était non, j'allais travailler et de fait j'ai effectivement travaillé. Mais c'était bien sûr. Et là j'étais dans la contradiction parce que moi la gauchiste me retrouvait dans la gauche plurielle, une fois avec Jospin, l'autre fois avec Robert Rue. Bon, c'était pas vraiment mon truc. Mais à ce moment-là, l'engagement, alors, non pas de la philosophe qui fait de la philosophie, mais de la femme intellectuelle vivant à cette époque-là de l'histoire occidentale, il fallait que j'y aille. Finalement, ça a été une chance, je le dis souvent, j'ai lu dans le Grand Livre du Monde. Le Grand Livre du Monde, c'est une expression de Diderot, qui dit que pendant que nous les hommes, nous lisons dans les livres, vous les femmes, vous lisez dans le Grand Livre du Monde. C'est-à-dire, vous mettez au monde, vous éduquez, etc. Alors moi, j'ai retourné la chose, j'ai dit, si on m'envoie au Parlement européen, j'ai été lire dans le Grand Livre du Monde. Et ça, j'aime bien faire ces petites ironies. Si on parle du patriarcat comme l'état social et politique dans lequel nous vivons en Occident, c'est-à-dire Amérique du Nord et Europe, on oublie que dans le mot patriarcat, il y a père. Certains ont voulu mettre le mot fratriarcat, qui est plus juste. Nous sommes dans la République des frères. Donc c'est des pseudo-égalités, c'est-à-dire les frères et les sœurs. Donc ça c'est intéressant, les frères et les sœurs en démocratie, en République, ça existe. Mais en tout cas le père, c'est fini. On agite une image. Et moi, comme je suis exigeante, rigoureuse, je dis ça m'embête qu'il y ait le mot père dans le patriarcat. Donc j'ai longtemps parlé de domination masculine, mais c'est pas génial non plus. Voilà, alors maintenant, il a fallu discuter d'un mot, on m'a même interviewé là-dessus l'autre jour sur le masculinisme, qu'on opposerait au féminisme. Je vois pas le rapport, parce qu'entre le féminisme qui est un projet politique et le masculinisme qui est une position idéologico-morale, je vois pas le rapport. Il y a résistance masculine, oui, il y a la résistance bien sûr. Mais c'est pour ça que j'aime pas aussi le mot backlash. Parce que backlash, alors on en vient à l'essentiel quand même de mon projet philosophique, c'est l'historicité de sexe-genre, quoi. C'est-à-dire c'est l'historicité. Et le backlash, c'est de la mécanique. Hein, on avance, on recule, retour de bâton, etc. C'est de la mécanique, c'est pas de l'histoire. Moi, je suis désolée, l'histoire et l'historicité, ça, c'est l'utopie politique. C'est de tout remettre sans cesse dans une perspective d'historicité. On voit des femmes partout au pouvoir maintenant. Partout. Ici et ailleurs. Dans les administrations, dans le politique, comme dans les grandes institutions. Ici en France, c'est une évidence. Les radios, bon. Alors, les femmes ont gagné sur les hommes ? Non. Les hommes sont partis ailleurs. Dans les pouvoirs qui sont en train de nous arriver, numérique, intelligence artificielle. Les hommes sont partis là où le pouvoir va se jouer. Moi, c'est ça que je ressens.
Je dis pas que je pense, parce que je n'ai pas vraiment travaillé, je dis que je ressens. C'est que ça va être les lieux du pouvoir masculin. Alors j'ai deux utopies, un qu'on sorte de l'absence de temporalité, et deux qu'on pose la question de la jouissance. Parce que c'est là que les hommes font de la résistance, parce qu'ils veulent garder la jouissance du pouvoir, la jouissance de la création, la jouissance, etc., etc. Donc c'est le partage de la jouissance, comme disait déjà une poétesse écrivaine de 1800, Constance de Salm, c'est ce partage de la jouissance qu'elle veut face à un poète qui lui dit non, c'est à nous la jouissance et vous nous aidez à produire, mais vous n'êtes pas productrice. Donc quelles que soient les égalités, c'est pour revenir un peu aussi sur mes deux termes, liberté et égalité, qui sont ceux de la démocratie, mais la subversion définitive, elle est du côté de la jouissance, du partage des jouissances. Je suis quand même une vieille libertaire, donc je n'ai pas de programme et pas de conseils à donner.